La Première Guerre mondiale. Un conflit qui sombre de plus en plus dans l'oubli. Et pourtant, les cicatrices de cette guerre restent encore visibles de nos jours. Cette guerre mondiale a touché le sol européen, le sol africain jusqu'au Pacifique. Oui, le Pacifique a subi la guerre dès les premiers jours de la guerre en août 1914. Alors pour mieux comprendre ces combats dans le Pacifique, j'ai étudié les récits des ouvrages sur ce sujet méconnu, bien que les archives soient minces par rapport à d'autres conflits plus documentés. J'ai pu comprendre à quel point la guerre dans le Pacifique pendant la Première Guerre mondiale a conduit bien des années plus tard vers la Deuxième Guerre mondiale. Alors sans plus attendre, laissez-moi vous raconter l'histoire de la Première Guerre mondiale dans le Pacifique. Déjà en 1914, il fallait faire preuve de stratégie pour éviter de perdre des divisions, des bataillons ou des unités entières. Pour plonger au cœur des stratégies de la Première Guerre mondiale, je vous invite à découvrir le nouveau sponsor de ce documentaire, puisqu'il s'agit de Suprématie 1914. Alors c'est quoi Suprématie 1914 ? C'est un jeu de stratégie en ligne gratuit qui vous met dans la peau d'un chef d'État pendant la Première Guerre mondiale. Le but est simple, développer votre pays, gérer vos ressources, créer des alliances et bien sûr construire une armée puissante pour dominer le monde. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il se joue en temps réel. Ça veut dire que vos décisions continuent d'avoir un impact même quand vous êtes déconnecté. Une partie peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines et c'est pour ça que chaque mouvement que vous faites dans le jeu est super important. Tu te couches le soir avec ton armée en pleine offensive et le lendemain matin, la situation peut avoir totalement changé. Exactement comme à l'époque. Et c'est ça qui rend le jeu super immersif. Et évidemment, vous ne jouez pas contre des bots, mais contre de vrais joueurs du monde entier. Du coup, chaque partie est différente. Parfois ça se passe bien, tu vas trouver des alliés fiables et parfois on te trahit et ça part en guerre totale. Ce jeu est vraiment un pur régal, surtout pour les fans de stratégie. Grâce au lien dans la description, vous pouvez tester le jeu qui est totalement gratuit et vous pourrez bénéficier d'un pack de démarrage unique d'une valeur de 15 € qui est valable pendant 30 jours. Vous n'avez plus d'excuses pour le coup. Venez créer votre compte, choisissez le pays que vous souhaitez incarner et lancez-vous au cœur de votre première bataille pendant la Première Guerre mondiale et affrontez les meilleurs stratèges du monde ou faites en sorte qu'ils soient vos alliés. Ce sera à vous de choisir. Le jeu est compatible sur PC, sur iOS et Android. Alors, vous êtes prêts à montrer vos talents de stratège et à réécrire l'histoire ? Alors cliquez sur le lien, rejoignez Suprématie 1914 et imposez votre suprématie. Je remercie Suprématie 1914 d'avoir soutenu ce documentaire, car c'est grâce à ce genre de soutien que la chaîne évolue et que les documentaires produits soient de meilleure qualité. Merci encore. Après la défaite de la France en 1870-1871, l'Allemagne poursuit son développement. Son voisin français s'inquiète de cette montée en puissance de son ennemi d'hier. En 1888, Guillaume II initie la Weltpolitik, une politique résolument impérialiste destinée à rendre à son pays la place au soleil. Sur le plan économique, les exportations sont subventionnées pour conquérir des marchés extérieurs. De véritables commis voyageurs sont payés par le gouvernement pour se rendre dans les pays étrangers afin d'inciter les populations à acheter des produits allemands. Guillaume II marque ainsi une véritable rupture avec la politique de Bismarck. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'allient et se dressent contre la Russie. La construction d'une grande marine militaire débute. Bismarck craint les conséquences de ce revirement politique qui risque de susciter l'union des puissances européennes contre son pays. C'est pour cette raison qu'il décide le 18 mars 1890 de démissionner de son poste de chancelier.
un mouvement pan-germaniste émerge avec pour idée que l'Empire allemand doit regrouper dans ses frontières tous les peuples d'origine germanique. Il souhaite imposer son influence économique à la Mitteleuropa, ce qui veut dire l'Europe centrale et orientale. Dans ce contexte, une partie des milieux industriels et commerciaux commence à réclamer la constitution d'un empire colonial afin d'offrir des sources d'approvisionnement et débouchés aux produits allemands. Guillaume II confie à l'amiral Tirpitz la mission de faire construire une flotte de haute mer en vue de maîtriser ses communications maritimes, de s'ouvrir aux nouveaux marchés et d'assurer les approvisionnements extérieurs. Il projette de développer sa puissance militaire pour sécuriser l'ensemble de ses intérêts commerciaux. Les Russes et Français renouent tous les deux le dialogue depuis l'arrivée au pouvoir de Guillaume II. Une alliance militaire est signée avec la France, suite au refus du chancelier von Holstein de renouveler le traité de réassurance signé en août 1892. Pour ne rien arranger, les Allemands menacent de récupérer le Maroc. Cette situation pousse la France, le Royaume-Uni et la Russie à s'unir face aux Allemands. Le 30 janvier 1902, l'Italie signe un accord secret avec la France, garantissant sa neutralité en cas de guerre avec l'Allemagne. Alors, pourquoi la France reste si inquiète face à l'Allemagne ? Parce qu'en 1898, Guillaume II s'est proclamé protecteur des musulmans. La France détient d'importants intérêts commerciaux au Maghreb et au Moyen-Orient. Si l'Allemagne s'engage au Maroc, le peuple risque de s'unir pour s'allier au protecteur des musulmans, Guillaume II. Finalement, le 31 août 1907, une convention est signée unissant la France, la Russie et le Royaume-Uni appelée l'Entente. Malgré ces tensions, la guerre reste pour le moment évitée en Europe. Suite à la défaite russe face à l'Empire du Japon en 1905, l'Autriche-Hongrie annexe en 1908 la Bosnie. Les tensions s'intensifient de plus en plus en Afrique et en Europe. En juin-juillet 1913, une seconde guerre débute aux Balkans. La Bulgarie décide d'attaquer la Serbie, le Monténégro, la Grèce, la Roumanie. L'Empire ottoman bloque l'avancée de la Bulgarie et en profite pour redessiner ses frontières. Les tensions en Europe s'intensifient. L'Allemagne, implantée en Océanie, détient la partie nord-est de la Nouvelle-Guinée baptisée Kaiser Wilhelmsland. Les îles de l'archipel Bismarck, le Nouveau-Mecklembourg, la Nouvelle-Poméranie, l'île Bougainville, les îles de l'Amirauté et les îles Marshall restent administrées selon Bismarck par des sociétés privées. En Europe, un point de non-retour vers la guerre semble atteint. Dans le Pacifique, à la veille de la Première Guerre mondiale, les tensions sont élevées depuis très longtemps. Pour mieux comprendre, revenons un peu en arrière, à l'époque où les Occidentaux tentent d'obtenir des zones d'influence pour développer des marchés commerciaux et trouver des points d'appui navals. Le Royaume-Uni contraint la Chine à céder Hong Kong par l'application du traité de Nankin du 29 août 1842, en ouvrant ainsi son commerce dans le domaine de l'opium. En 1844, les États-Unis vont aussi forcer à la Chine à leur reconnaître les avantages identiques à ceux du Royaume-Uni. La France, de son côté, obtient la protection des missionnaires chrétiens dans l'Empire. Les Occidentaux vont provoquer la révolte des Taiping, qui va plonger la Chine dans l'insécurité pendant une très longue période. Les puissances étrangères tentent de développer de nouveaux droits commerciaux en essayant, sans succès, de mettre fin aux persécutions contre les chrétiens. Le traité de Tientsin, ou traité de Tianjin, des 26 et 29 juin 1858 et de Pékin des 24 et 25 octobre 1860 décide l'ouverture de 11 nouveaux ports. Les premières concessions à Pékin vont apparaître et permettre à Paris et Londres d'occuper de petits territoires administrés tels une colonie, même si ces territoires demeurent officiellement sous la souveraineté chinoise. C'est dans ce contexte que le Japon s'allie aux Occidentaux pour acquérir sa propre zone d'influence. En effet,
Depuis 1868, le Japon s'est engagé dans une modernisation accélérée en s'inspirant du modèle occidental afin de mieux contrer les Européens tout en évitant de subir la mainmise occidentale comme en Chine. Le Japon va jusqu'à se hisser à la première place des puissances asiatiques. À partir de 1870, le Japon choisit de développer son influence en Asie du Nord-Est et dans le Pacifique, prémisse d'une démarche pour étendre en plus son territoire. Les Occidentaux pressentent le danger de cette expansion, car le Japon se donne tous les moyens d'atteindre ses objectifs. Son armée et sa marine évoluent et se modernisent rapidement. Le 26 février 1876, le Japon signe avec la Corée le traité de Ganghwa, intitulé aussi le traité de l'amitié. Il accorde l'extraterritorialité aux ressortissants nippons et coréens. En 1882, des émeutes éclatent en Corée, qui sont sévèrement réprimées par le Japon. Des pourparlers ont lieu, mais finalement le 30 août 1882, le traité de Chemulpo est signé. Tokyo obtient une indemnité pour les victimes nippones ainsi qu'une garantie de châtier tous les assassins. Malgré cet accord, la situation est loin d'être réglée en Corée. La Chine va tenter à son tour d'apaiser les choses, mais en vain. Ce n'est que le 17 avril 1895, à Shimonoseki, qu'un accord de paix est signé. L'indépendance de la Corée est reconnue. Elle accepte cependant le stationnement militaire de l'armée japonaise dans la péninsule du Liaodong. Elle doit céder les îles Ryukyu et Formose. Après ces nombreuses tensions, près de 170 000 militaires russes profitent de l'instabilité politique dans le secteur pour occuper la Mandchourie avec pour but la sécurisation du chantier de construction du Transsibérien. Le Japon, méfiant sur les intentions russes, va purement et simplement déclarer la guerre à la Russie. Face à la rapidité des Japonais, Port Arthur tombe dès janvier 1905. Face à la révolution russe de 1905, le tsar, affaibli par ce conflit interne, est contraint de demander la paix au Japon. Le 5 septembre 1905, le traité de Portsmouth permet au Japon d'annexer le sud de Sakhalin, les îles Kouril et Port Arthur. L'influence russe va complètement disparaître de Mandchourie au profit de celle de Tokyo. Le 22 août 1910, bien que la Corée soit indépendante, le Japon annexe ce pays pour le placer immédiatement sous l'autorité de la police militaire nippone. Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche-Hongrie, François-Ferdinand d'Autriche, est assassiné à Sarajevo. L'Europe plonge brutalement dans la guerre. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie. Le lendemain, la Russie décrète la mobilisation générale. Le 31 juillet, Berlin adresse un ultimatum à la Russie et à la France, mais les exigences seront refusées par ces deux pays. Le 1er août, Berlin déclare la guerre à la Russie, et le 3 août, elle déclare la guerre à la France. Le lendemain, le 4 août, l'Allemagne envahit la Belgique. Le Royaume-Uni entre à son tour dans la guerre. Dans le Pacifique, l'Empire allemand est complètement encerclé par les puissances coloniales adverses. La Russie, la France, l'Indochine et le Royaume-Uni. Dans ces colonies du Pacifique, l'Allemagne ne dispose que de 6200 hommes et de 17 navires de guerre pour défendre son territoire. Le Royaume-Uni réagit rapidement face au déclenchement de la guerre. Il mobilise immédiatement des troupes dans le Pacifique, à commencer par les Australiens et les Néo-Zélandais. Le 6 août 1914, à l'initiative du Comité de défense impérial britannique, le secrétaire d'État aux colonies du roi George V adresse au gouverneur général en Australie un télégramme destiné à évaluer les intentions des Dominions. Ce document démontre que le Pacifique se transforme en un véritable théâtre d'opération pour les Britanniques.
Il sollicite l'appui australien et néo-zélandais afin d'occuper les colonies en vue de priver la marine allemande de ses bases, de ses relais charbonniers et de ses stations radio et télégraphiques reliées directement à Berlin. Le télégramme stipule qu'en cas d'intervention, tous les territoires conquis doivent être placés sous l'administration de l'Empire britannique. Le 10 août 1914, le comité de défense impérial anglais donne l'ordre au gouverneur général de lever une force de 1500 hommes pour conduire des actions contre Yap, Nauru et la Nouvelle-Guinée. Le secrétaire d'État aux colonies complète ses ordres le 18 août 1914 en sollicitant de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande une action immédiate contre l'ensemble des possessions allemandes du Pacifique. Il souhaite devancer le Japon, qui a aussi pour but d'attaquer les îles sous administration allemande. Les objectifs prioritaires se déclinent en l'occupation de la Nouvelle-Guinée, la destruction des stations de radio de longue portée de Yap dans les îles Carolines, d'Angor dans les îles Palaos, de Bitapaka en Nouvelle-Poméranie et Nauru. Dès la réception de ces consignes, les forces navales et terrestres britanniques en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Chine, ainsi que toutes celles des dominions, sont mises en alerte. L'Australie rappelle ses réservistes et mobilise des appelés. En quelques semaines, elle réunit plus de 200 000 hommes. Ces troupes ne seront pas toutes affectées dans le Pacifique, car la grande majorité partira sur le front en Europe. Le Japon, de son côté, va agir de manière différente. Il refuse d'attaquer en l'absence de faits de guerre significatifs. Le 7 août 1914, le Foreign Office demande aux autorités nippones d'aider les troupes de la Royal Navy à effectuer des patrouilles dans le Pacifique afin de localiser et détruire l'escadre adverse. Les diplomates américains, australiens et néo-zélandais ne sont pas unanimes pour cette alliance avec le Japon. Ce pays représente un danger dans le Pacifique, mais Londres refuse d'écouter ses alliés et insiste pour voir le Japon de son côté. Le 9 août, après la nouvelle demande d'aide du Royaume-Uni dans ce conflit dans le Pacifique, le Japon annonce son entrée très prochaine en guerre pour honorer son alliance avec le Royaume-Uni. Les Britanniques rappellent au Japon qu'elle ne doit pas occuper les territoires allemands, mais elle doit tout simplement prendre en charge des patrouilles. Le 12 août 1914, le Royaume-Uni prend conscience de son erreur d'avoir demandé au Japon d'entrer en guerre. Elle tente un retour en arrière de l'ambassadeur japonais pour n'occuper aucun territoire allemand du Pacifique. Cette démarche est vouée à l'échec du côté nippon. Consciente du risque et ne disposant pas des moyens nécessaires pour affronter le Japon en Asie, l'Allemagne propose à la Chine, qui a réclamé sa neutralité, de lui restituer Tsingtao et d'interner ses forces navales et terrestres dans l'Empire du Milieu. La Chine est sur le point d'accepter la proposition des Allemands, quand les ambassades de France et du Royaume-Uni à Pékin montrent fermement leur refus quant à cette décision. Finalement, face à la pression française et anglaise, la Chine refuse la proposition des Allemands. Le 15 août 1914, le gouvernement japonais adresse un nouvel ultimatum à l'Allemagne. Il exige le départ des navires de guerre des eaux japonaises et chinoises ainsi que la cession au Japon de Tsingtao avant le 15 septembre 1914. Berlin doit donner sa réponse avant le 23 août. L'Allemagne va de nouveau proposer à la Chine de lui céder Tsingtao. Pour prendre de vitesse le Japon, la Chine va déployer des troupes près de ce territoire pour pousser les Allemands à mettre en œuvre leurs propositions en prévenant ainsi toute occupation japonaise. Le 16 août, les Alliés et les Américains font pression sur le gouvernement chinois pour renoncer à la proposition allemande. En effet, les Alliés soupçonnent le Japon de profiter du développement de ce conflit sino-japonais en l'absence des troupes alliées déjà affectées à la guerre en Europe. Aucun renfort supplémentaire ne peut être envoyé dans le Pacifique pour défendre les intérêts occidentaux. Pour empêcher les Japonais de conquérir Tsingtao, la France et le Royaume-Uni annoncent qu'ils participeront militairement à une opération contre ce territoire.
La France souhaite envoyer dans le Shandong un bataillon d'infanterie, prépositionné à la concession française de Tsietsin, et ainsi que 2 bataillons venus d'Indochine. Mais la France ne pourra jamais finaliser ce projet. Le Royaume-Uni sera contraint de dépêcher sur place une petite force issue de l'armée des Indes, afin de prendre en charge l'objectif diplomatique attendu. Le 23 août 1914, n'ayant eu aucune réponse, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne, qui l'accuse d'entamer des préparatifs militaires à Tsingtao et de faire croire que sa flotte navale reste stationnée dans le Pacifique. En réalité, l'escadre allemande de von Spee met le cap vers l'est pour fuir la Royal Navy et la marine japonaise. Pour mieux comprendre l'emprise allemande dans le Pacifique en 1914, nous allons plonger dans son organisation. En 1914, l'Allemagne couvre dans le Pacifique un secteur près de 245 626 km² de terres émergées. Une population variée de 814 000 habitants y vit, dont 3 585 Européens avec 2 844 civils allemands. Administrativement, cet empire compte 4 blocs distincts. Elle regroupe la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et l'archipel Bismarck avec le siège administratif du gouverneur. Le territoire des îles, annexé en 1885 et 1899, comprend les îles Mariannes, Marshall, Caroline, Palaos et Nauru. La Kaiser Wilhelmsland, en 1914, couvre 241 231 km², incluant les archipels micronésiens. Sur la Nouvelle-Guinée, les exportations de cacao et de caoutchouc concernent entre 75 000 et 162 000 marques par an. Des gisements d'or et de charbon sont découverts, et même du pétrole. Malgré ces nombreux avantages, les Allemands peinent à rentabiliser la Nouvelle-Guinée. Parmi l'ensemble des puissances entrées en guerre en 1914, seule l'Autriche-Hongrie ne possède aucun empire colonial. En août 1914, Berlin concentre l'essentiel de ses moyens militaires et navals du Pacifique en Chine, secteur où ses intérêts économiques sont les plus importants. Les autres territoires ont des moyens beaucoup plus réduits, voire quasiment symboliques. Cette situation ne va pas permettre d'assurer une défense efficace. À la différence de la France ou du Royaume-Uni, l'Allemagne reste réticente à l'envoi des forces militaires en Outre-mer, préférant concentrer ses efforts militaires en Europe. Des troupes coloniales sont levées pour chaque territoire sur la base du volontariat. Pour renforcer les maigres effectifs envoyés depuis le continent européen, les populations colonisées forment alors l'essentiel des effectifs de l'armée allemande dans le Pacifique. À la veille de la guerre, la seule flotte allemande positionnée dans le Pacifique représente l'ensemble de celles d'outre-mer. Placée sous le commandement de Maximilian von Spee, cette escadre a une triple mission. Elle prend en charge la politique, la stratégie et l'économie dans le Pacifique. Au niveau politique, sa présence doit incarner l'influence de Berlin en Chine, mais également dissuader les autres puissances de porter atteinte à ses ressortissants et de ses intérêts en Asie et dans le Pacifique. Au plan stratégique, l'escadre doit assurer la sécurité des liaisons maritimes vers la métropole et protéger les colonies de Chine et du Pacifique. Ces dernières sont éparpillées et ne peuvent être défendues qu'en haute mer tout en offrant à la flotte des relais charbonniers et radios. L'escadre doit sécuriser les intérêts économiques allemands en Asie et dans le Pacifique, en protégeant les routes commerciales empruntées par la marine marchande vers les ports chinois, russes, coréens et japonais. En 1897, l'escadre navale allemande, appelée Escadre d'Extrême-Orient, établit son port d'attache à Tsingtao, dont les installations modernes assurent aux navires un mouillage sécurisé. Les réparations des navires peuvent être effectuées sans être obligés de revenir dans un port métropolitain. La base a la capacité d'assurer la logistique des navires pendant plusieurs mois, aussi bien en vivres, en munitions qu'en combustible. En août 1914, le port dispose ainsi de 23 000 tonnes de charbon issues des mines de Shandong. La flotte peut agir dans ce secteur du Pacifique en
totale autonomie. L'escadre allemande ne peut compter sur des points d'appui comparables dans les autres possessions du Pacifique. Mais elle dispose d'un réseau de ports et de mouillages régionaux comme Rabaul, Apia, Colonia ou Truk, mais également de relais charbonniers correctement approvisionnés à Pagan, Saipan, Angkor, Yap, Nauru, Eniwetok, Kwajalein ou Jalui. Grâce aux accords bilatéraux, l'escadre allemande peut faire des haltes de 24 heures dans les ports neutres au Japon, en Chine, aux Philippines, aux Indes néerlandaises, aux États-Unis, au Pérou, au Chili et au Mexique. L'escadre peut s'appuyer sur une couverture radio de qualité lors de ses opérations en mer. Il y a 6 stations radio principales qui disposent chacune d'une portée de 3500 km. Elles sont basées sur les îles Marshall, les îles Carolines, les îles Palaos, Samoa et les archipels Bismarck. Ces stations peuvent fonctionner en réseau permettant aux navires de communiquer avec leur base de Tsingtao, les colonies de la région et la métropole. La transmission rapide des ordres favorise une capacité d'adaptation aux évolutions du contexte militaire. Des réseaux secondaires vont même voir le jour depuis les îles de Saipan, Jalui, Truk et Pohnpei. Ils découvrent les immenses espaces maritimes adjacents aux archipels des Mariannes, Marshall et Caroline. Ces réseaux de communication sont plus complets et de meilleure qualité que ceux mis en service par l'Empire britannique. Le Royaume-Uni a désormais pleinement conscience de ce danger. Par précaution, les Allemands vont dissimuler l'une de leurs principales stations relais qui émet vers la métropole à Bitapaka, un petit hameau isolé dans la jungle de Nouvelle-Poméranie à 30 km au sud-est de Rabaul, dans les archipels Bismarck. D'ailleurs, elle ne sera localisée par les Australiens qu'en septembre 1914. L'escadre d'Extrême-Orient compte 17 navires, parmi lesquels se trouvent 2 croiseurs, les SMS Scharnhorst et Gneisenau, 3 croiseurs légers moins modernes, les SMS Leipzig, Nürnberg et Emden, 2 croiseurs, les SMS Cormoran et Geier, qui serviront lors des opérations d'appui et de ravitaillement des possessions du Pacifique. Une escorte de 2 petits torpilleurs modernes, les S-90 et SMS Taku, 4 canonnières de haute mer, les SMS Iltis, Jaguar, Tiger et Lux. On note la présence de 3 canonnières fluviales qui assurent la protection des intérêts allemands sur le Yangtze-Kiang, ainsi qu'à Hankou, tandis qu'un navire hydrographique armé, le SMS Planet, effectue des relevés cartographiques et météorologiques. L'amiral allemand von Spee veille à maintenir le moral de ses hommes. Il fait poursuivre leur préparation par des entraînements réguliers et intensifs. Les canonniers de la flotte les plus précis durant leur entraînement vont être récompensés par la Coupe du Kaiser. Dès janvier 1913, quand l'amiral von Spee prend son commandement dans le Pacifique, il pense à une nouvelle stratégie allemande en Asie-Pacifique. Le risque d'affrontement avec la Triple Entente est plus imminent que jamais. Von Spee élabore 3 scénarios par ordre d'intensité. L'officier ne cache pas que la meilleure solution pour son escadre est de limiter la guerre à la Russie et à la France. En effet, ces 2 puissances réunies ne peuvent rassembler qu'un total de 11 navires, chiffre comparable à ses propres croiseurs. La France, elle, dispose en réalité de 14 navires, mais seuls 7 sont aptes au combat en haute mer. La division navale d'Extrême-Orient basée à Saïgon est commandée par l'amiral Huguet et compte 2 croiseurs cuirassés, le Montcalm et le Duplex, seuls capables de rivaliser avec les cuirassés allemands. La division navale d'Indochine basée à Saïgon compte une canonnière cuirassée et 3 torpilleurs. La flottille de Tahiti comprend seulement un aviso, le Kersin, et une canonnière, la Zélé. Si l'Empire britannique décide d'attaquer, l'escadre d'Extrême-Orient se dégraderait dangereusement. Elle dispose dans le Pacifique de moyens considérables répartis en 4 escadres, celles de Chine, de Singapour, de Shanghai et de Huaihai.
Il est composé de 36 navires, dont 4 peuvent se mesurer aux navires allemands. Les croiseurs cuirassés HMS Minotaur et Hampshire, le vieux cuirassé HMS Triumph, 8 destroyers, 4 torpilleurs, 3 sous-marins, 6 sloops et 10 canonnières fluviales. Il y a également l'escadre des Indes orientales qui compte 6 navires, parmi lesquels le vieux cuirassé HMS Swiftsure, les 2 croiseurs légers HMS Dartmouth et Fox et 4 sloops, escadre commandée par le contre-amiral Pierce. La marine royale australienne en cours de constitution en 1914 est commandée par le contre-amiral George Edwin Patty. Elle protège les eaux australiennes et les archipels britanniques. Pour affronter les Allemands, elle se compose de 5 unités principales. Le croiseur de bataille, le HMS Australia, les croiseurs légers HMAS Sydney et Melbourne, et des croiseurs pour la protection, les HMAS Encounter et Pioneer, auxquels s'ajoutent 5 unités secondaires, le destroyer HMAS Warrego, Yarra et Parramatta, et des sous-marins AE1 et AE2. La division navale de Nouvelle-Zélande du capitaine de vaisseau Marshall est plus restreinte. Elle est chargée de protéger les possessions de Londres dans le Pacifique Sud. Elle compte 3 croiseurs de protection, les HMS Pyramus, Philomel et Psyche, et un sloop, le HMS Torch. En 1914, l'Empire britannique peut aligner 12 navires capables de se mesurer à ceux de l'escadre de Fonchpé. En cas de guerre, Fonchpé déduit que la Royal Navy va avoir pour priorité d'éliminer son escadre pour sécuriser les liaisons maritimes. Elle pourra compter sur une flotte interalliée susceptible de lui opposer 16 navires de premier rang. L'amiral Fonchpé décide que dans un tel scénario, ces 5 croiseurs modernes doivent évacuer Tsingtao pour éviter d'être piégés. Les canonnières de haute mer et les vieux croiseurs Cormoran et Geyer pourraient être désarmés pour renforcer l'armement des croiseurs légers, tandis que les canonnières débarqueraient leur artillerie et leur équipage à Tsingtao pour en soutenir la défense. Les vapeurs seraient utilisées pour ravitailler la flotte en charbon, tandis que le navire hydrographique SMS Planet serait armé pour protéger la station radio de l'île de Yap. Les 5 croiseurs constitueraient un corps de bataille chargé d'attaquer les navires marchands, les relais radio et les postes commerciaux ennemis sur les routes commerciales situées entre le sud du Japon et le Pacifique central. Lorsque le Japon rejoint la Triple Entente, Fonchpé comprend que le pays du soleil levant, avec ses 216 navires, va étendre son influence dans le Pacifique pour s'emparer des colonies allemandes dans le Pacifique. Les Nippons vont ainsi aider le Royaume-Uni dans sa lutte contre l'Allemagne. Fonchpé n'a qu'une seule option qui s'offre à lui. Il doit détourner sa flotte vers les côtes américaines, voire un retour vers la métropole en passant par le Cap Horn. Si une guerre a lieu dans le Pacifique, Fonchpé et son escadre devraient affronter l'équivalent de 38 adversaires différents avec 2 navires français, 2 navires russes, 12 navires britanniques et 22 navires japonais. Fonchpé a compris, il ne fait pas le poids face à tous ces navires lourdement armés. Parlons un peu des troupes terrestres allemandes dans le Pacifique. Elles ne dépassent pas les 5700 hommes en 1914, avec 4570 Européens et 1130 autochtones. Les troupes européennes sont basées à Tsingtao, où le 3e C-bataillon constitue la seule unité régulière prépositionnée dans le Pacifique. Elle a pour mission de protéger la plus grosse base navale hors de métropole. S'ajoutent à ces effectifs les artilleurs de marine, c'est-à-dire des marins qui servent à terre, et des réservistes, dont les formations sont créées au sein de la population, soit un total de 4320 hommes. Hors de Tsingtao, en revanche, il y a beaucoup moins de soldats capables de défendre les îles allemandes. En effet, il y a moins de 250 militaires européens déployés en 1914 pour former des recrues sur place. Les militaires allemands envoyés dans le Pacifique sont uniquement des soldats volontaires.
De plus, la loi impériale du 22 juillet 1913 confirme l'obligation faite aux réservistes établis dans les colonies de devoir continuer à servir sur place pour épauler les militaires de carrière. Cette même loi donne la possibilité aux gouvernements coloniaux de mobiliser dans leurs forces tout ressortissant allemand masculin vivant sur le territoire qu'ils administrent afin d'encadrer des recrues locales, voire de constituer de petites unités européennes à part entière. Depuis 1880, ce sont les troupes indigènes qui sont créées pour compléter les faibles effectifs déployés dans les colonies du Pacifique. Mais elles resteront limitées jusqu'à 1914. À Tsingtao, les forces en présence totalisent 2334 hommes, du 3e C-bataillon, 1173 artilleurs de marine, 11 officiers et sous-officiers allemands, 20 cavaliers et 100 fantassins chinois, 62 hommes de la police militaire, 2 pilotes aériens, soit 3710 hommes. Mais Tsingtao voit l'édification d'un réseau dense de forts et de blocos sur plusieurs lignes défensives dans la profondeur, qui barrent la presqu'île de Tsingtao sur 10 km de largeur. Tous les moyens techniques sont mis en œuvre pour défendre ce port stratégique. Après la mobilisation d'août 1914, 800 hommes sont présents dans la Kaiser Wilhelmsland, dont plus de 120 Européens et 670 Papous mélanésiens. Ces troupes ont interdiction de mener des opérations hors de la colonie sans en avoir reçu l'ordre express de Berlin. Ils protègent ces zones qui comportent des atouts économiques ou militaires tels des stations radio, les zones de mouillage et les relais charbonniers. Les archipels des Palaos, des Carolines, des Marshall, des Mariannes comptent plus de 1300 îles et atolls. Ils revêtent une importance significative pour l'économie alors que seuls 283 hommes composent la garnison pour les protéger. Le Kaiser allemand souhaite en effet conserver une grande puissance militaire avant tout en Europe. Il restreint son dispositif militaire dans le Pacifique, car il estime qu'il n'y a aucune valeur économique pour son pays. Il n'y a par exemple qu'une garnison de 120 hommes à Samoa, pourtant la plus importante par rapport aux autres. Elle manque toute cruellement d'entraînement et ne dispose pas d'un armement assez puissant pour repousser les forces ennemies. Le 21 juillet 1914, le SMS Kaiserin Elisabeth rallie Tsingtao pour des opérations de maintenance. Son commandant, le capitaine de vaisseau Richard Markoviz, découvre le déclenchement des hostilités en Europe par un télégramme de Vienne du 23 août. Ce message lui ordonne de débarquer son équipage et de rejoindre la concession austro-hongroise de Tsiesin. L'amirauté estime que le navire ne peut pas rejoindre Pola en raison du blocus allié. Markoviz fait transiter ses 394 hommes par un train à destination de Tsiesin et ne laisse que 18 hommes à bord du navire pour continuer à assurer la maintenance en cours. Avec l'entrée en guerre du Japon, l'empereur d'Allemagne Guillaume II intervient personnellement auprès de François-Joseph pour que le navire participe à la défense de Tsingtao. Le 26 août 1914, un contre-ordre est donné à Markoviz pour rappeler immédiatement ses hommes. Face à la pression de l'entente, la Chine entrave le retour et seulement 318 marins sur 412 parviennent à rallier le SMS Kaiserin Elisabeth. Parmi les 94 restants, certains sont arrêtés et d'autres rejoignent Tsiesin où ils défendront la concession jusqu'en 1917. Face aux belligérants de France, du Royaume-Uni, du Japon et de la Russie, les colonies allemandes sont totalement isolées dans le Pacifique. L'escadre von Spee se réfugie à proximité des côtes américaines en laissant les îles se défendre par leurs propres moyens. Le 6 août 1914, quelques jours après la déclaration de guerre en Europe, le Pacifique entre concrètement en guerre. Le comité de défense impériale sollicite les dominions dans l'effort de guerre pour détruire les stations radio de Yap, des îles Carolines, de Nauru et de Nouvelle-Poméranie. Cette action jugée indispensable vise à priver l'escadre allemande de ses communications.
Cette destruction va devenir la priorité des Britanniques dès les premiers jours d'août. Ils redoutent que l'escadre de Von Spee quitte sa position trop exposée à Tsingtao pour se diriger vers Rabaul. De cette situation, les croiseurs peuvent être lancés à l'attaque des navires de commerce et de transport chargés d'acheminer le corps expéditionnaire australien et néo-zélandais vers l'Europe. Le 10 août 1914, l'amiral George Patey, commandant de la marine royale australienne, reçoit l'ordre d'envoyer ses croiseurs patrouiller dans les eaux de l'archipel Bismarck pour détecter et détruire l'escadre adverse. Sa présence est suspectée dans ce secteur. Les 10 et 11 août, une première reconnaissance a lieu dans la rade de Rabaul. Elle permet de confirmer l'hypothèse émise. Von Spee souhaite faire disparaître sa flotte dans le Pacifique central plutôt que de risquer une confrontation contre les forces de l'entente. Lorsque la station radio de Nauru indique la présence de la marine australienne dans l'archipel Bismarck, Von Spee et son escadre mettent le cap sur les îles Caroline et Marshall. Sa réactivité permet de dissimuler ainsi sa flotte. Les forces de l'entente vont mettre des semaines pour le localiser à nouveau. Cependant, Von Spee laisse sans défense les colonies et le relais radio allemand. L'Empire britannique modifie ses ordres pour occuper les colonies allemandes. Le 11 août 1914, des expéditions néo-zélandaises et australiennes sont ordonnées dans les Samoa et le Kaiser Wilhelmsland. L'amiral Patey va prendre le commandement des opérations. Il reçoit l'ordre d'escorter ces expéditions au lieu de poursuivre les croiseurs allemands. La décision d'occuper les colonies allemandes est une stratégie purement politique pour contrôler tout expansionnisme japonais jusqu'aux portes de l'Australie. Sous les ordres du colonel Robert Logan, le chef du district militaire d'Auckland, 1383 hommes s'apprêtent à débarquer aux Samoa. Le 21 août 1914, le ravitaillement a lieu à la base française de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Les troupes prennent ensuite la mer pour débarquer aux Samoa. Le croiseur Montcalm et les croiseurs australiens HMAS Australia et Melbourne sont tout à fait capables de s'opposer à l'escadre de Von Spee en protégeant le convoi allié. À Samoa, il n'y a que 110 hommes qui gardent la station radio. La Polizeitruppe doit effectuer des patrouilles côtières et la Burgerwehr est stationnée en réserve dans l'éventualité d'une contre-attaque en cas de débarquement ennemi. Cette unité doit prévenir tous les troubles, car le gouverneur Erich Schulz-Evert redoute une rébellion de la part des chefs de tribu contre les Allemands. Le gouverneur donne l'ordre, en l'absence d'appui militaire de l'escadre de Von Spee, de faciliter la capitulation sans résister pour épargner des vies humaines. Le 29 août 1914, la flotte alliée atteint les Samoa et se prépare à débarquer à Apia. Le gouverneur allemand se rend à la station radio de Tafagaita pour contacter l'escadre de Von Spee. L'amiral indique qu'il est dans l'incapacité de se porter à son secours. Les croiseurs Montcalm, Australia et Melbourne se positionnent devant Apia et visent la côte avec leurs canons, tandis qu'une section néo-zélandaise envoyée à terre porte un message de l'amiral Patey, sommant les Allemands de capituler. Si aucune réponse n'est donnée dans la demi-heure, les canons vont ouvrir le feu. Le gouverneur adjoint se porte à leur rencontre. En accord avec l'officier allemand Schulz-Evert, il indique que la garnison ne peut pas se rendre formellement, mais qu'elle n'opposera aucune résistance. Vers 12h30, la SEF débarque à Apia. Le drapeau de l'Union Jack est hissé sur les bâtiments officiels. Le dernier site à être occupé reste la station radio où les opérateurs se rendent après avoir détruit tous les livres de code et le matériel. La station est pourtant remise en fonction dès le 2 septembre 1914. Sans tirer un coup de feu, l'entente a remporté sa 3e victoire de la guerre. En effet, on note la victoire de la bataille de Serre,
remportée par les Serbes dès le 19 août et la conquête du Togo, allemand par les soldats français et britanniques le 26 août, et désormais les îles Samoa le 29 août 1914. Le 14 septembre 1914, soudainement, les croiseurs allemands SMS Gneisenau et Scharnhorst apparaissent à l'horizon. L'amiral von Spee a pour but de débarquer sur les îles Samoa pour expulser les Néo-Zélandais. En s'approchant d'Upolu, von Spee annule son projet de débarquement, car il comprend qu'après avoir repris l'île, les Néo-Zélandais vont réoccuper les îles juste après son départ. Il devient donc inutile de prendre ces risques. Il ordonne à ses navires de quitter l'archipel. Le 11 août 1914, le général William Troutsby Bridges décide de créer l'Australian Naval and Military Expeditionary Forces, plus connu sous le nom de ANMEF. C'est une force dédiée au Pacifique Sud, où va se dérouler la première campagne australienne de la guerre. 12 navires, dont les croiseurs HMAS Australia, Sydney, Berrima et Gunther, accompagnés des destroyers HMAS Warrego, Yarra et Parramatta, accompagnés du sous-marin AE2, d'un navire d'entrepôt et de 3 navires charbonniers, ainsi que du croiseur français Montcalm, mettent le cap sur Rabaul. Suite à une opération de reconnaissance, les Allemands préparent leur défense. En effet, les 790 hommes présents à Rabaul savent qu'ils ne pourront pas contrer un débarquement ennemi. Ils décident de se concentrer sur des actions de guérilla dans la jungle. Ils creusent des tranchées renforcées par des parapets en troncs de palmiers pour barrer les routes et protéger les sites importants contre le relais radio de Bitapaka, près de Herbertshoe, en Nouvelle-Poméranie. Le 11 septembre 1914, l'ANMEF arrive en baie de Blanche. Après une reconnaissance du port de Rabaul et de la côte, les Australiens ne constatent aucune activité. Ils arrivent à Herbertshoe et Cacabole, au sud de la baie de Blanche. Le gouverneur allemand, Eduard Haber, installé à Thomas, petite ville coloniale à 8 km à l'intérieur de la jungle, dirige les opérations avec le capitaine von Kleivitz, commandant du dispositif en Nouvelle-Poméranie. Elle compte 61 Allemands et 240 Polizeisoldaten locaux, répartis en plusieurs groupes en arrière de Herbertshoe et Cacabole. La compagnie Bebra, sous les ordres du capitaine Hans Wuchert, s'oppose à l'avance ennemie vers Bitapaka, où se trouve la station radio dissimulée dans la jungle à 9 km au sud de la baie de Blanche. Les troupes allemandes peuvent se replier à Tobera, entre Thomas et Bitapaka, après avoir détruit la station radio. Pendant ce temps-là, la compagnie Lüttich, sous les ordres du lieutenant Meyer, reste dissimulée près du village côtier de Takubar. Elle observe le débarquement australien et protège les flancs des troupes du capitaine Wuchert en cas de repli vers Thomas. Le reste des réservistes allemands et une quarantaine de Polizeisoldaten, commandés par le lieutenant von Blumenthal, patientent à Thomas pour préparer les défenses et renforcer les secteurs potentiellement en difficulté. Vers 7h du matin, le lieutenant Finlayson confie une lettre à un planteur allemand pour qu'elle soit remise au gouverneur allemand en vue de sa reddition. Une centaine de soldats australiens sous les ordres du lieutenant-colonel Elwell s'avancent vers le sud pour prendre possession de la station radio. À Herbertshoe, l'Union Jack est hissée. Les Australiens ne se doutent pas qu'ils sont observés par la compagnie de Meyer à Takubar. S'enfonçant dans la jungle dense, les Australiens avancent prudemment, mais certains, perdus, sont contraints de faire demi-tour. Soudain, ils aperçoivent à 25 mètres de leur position une vingtaine de Polizeisoldaten et leurs sous-officiers, le sergent-major Mauderer. Les Australiens réussissent à contourner silencieusement la position allemande. Ils repèrent un second groupe retranché commandé par 3 officiers qui a pour mission de mener une embuscade. L'adjudant Palmer, en compagnie d'un marin, ouvre le feu sur la section du sergent-major Mauderer. Blessé à la main,
il jette son fusil au loin. Il prend alors son pistolet et donne l'ordre à ses hommes d'ouvrir le feu. Mais les soldats allemands ne savent d'où viennent ces échanges de tirs. Ils hésitent à se battre, voyant ces hommes flancher et persuadés d'être tous encerclés, Mauderer annonce en anglais qu'il veut se rendre. Il ordonne immédiatement à ses hommes de cesser le feu. Pour cacher que les Australiens n'étaient que 2 soldats, il demande aux marins qui l'accompagnent de sortir seuls pour appréhender Mauderer, en le conduisant au lieutenant Bowen. Tous sont présentés à Bowen. L'officier allemand Mauderer sera soigné par le capitaine britannique Pockley, qui sera, en raison de la gravité de ses blessures, contraint de l'amputer. L'effet de surprise est supprimé en raison d'une carte détaillée de toutes les positions défensives allemandes trouvées sur l'officier Wurert. Les postes d'observation allemands envoient des détails précis du nombre d'Australiens qui ont débarqué à Vankleivitz. Pourtant, personne ne recevra jamais ces informations, car le câble téléphonique a été sectionné. Dans cette jungle dense, des combats acharnés se poursuivent. Billy Williams, marin australien, est la première victime de ce pays au début de la Première Guerre mondiale. Les Australiens progressent avec énormément de difficultés vers Bitapaka, secteur très bien défendu. Dans la jungle, ils se battent contre un ennemi souvent invisible. Après 4 longues heures de combat et réalisant l'encerclement de ses propres troupes, Kempf fait hisser le drapeau blanc à 13h30. Le lieutenant Hill ordonne le cessez-le-feu. L'officier allemand sort de sa tranchée pour aller à sa rencontre. Malheureusement, le lieutenant Hill a retiré ses galons pour éviter d'être pris pour cible pendant les combats. L'officier allemand refuse alors de négocier avec un homme qu'il juge être un homme du rang. Hill le conduit au commandant Beresford, chef de la section médicale. Après une longue discussion assez âpre, Kempf accepte de signer la reddition du reste des défenseurs de la station de Bitapaka, c'est-à-dire les restes des sections Breba et Lutich. Après de durs combats à proximité de la station radio, les Allemands décident de se rendre à 19h. La capitulation est exigée pour 2 hommes et les 20 Polizeisoldaten. Lorsque les Australiens prennent possession des lieux, ils découvrent que les opérateurs ont tenté de détruire le mât de l'émetteur-récepteur. La destruction n'a pas pu être achevée et les instruments restent utilisables, malgré des livres de code détruits. Désormais, les Allemands sont dans l'impossibilité de communiquer avec la métropole ainsi qu'avec l'escadre de von Spee. Ils sont désormais seuls et démunis. Dans la soirée, le gouverneur allemand Haber adresse une lettre à l'amiral Paty en réponse au message transmis le matin par l'intermédiaire des planteurs allemands. Il précise que le territoire doit rester sous souveraineté allemande. Il indique qu'il n'est pas habilité à négocier avec les Australiens, espérant ainsi gagner du temps. Le 12 septembre 1914, les Australiens amplifient le débarquement en hommes et en matériel à Herbertshoe. Le soir même, à 18h, un transport de troupes escorté vers le nord de la baie Blanche débarque à Rabaul. La ville est occupée sans tirer un seul coup de feu, car les Allemands avaient évacué la ville. L'amiral Paty désigne le colonel William Holmes, gouverneur de la colonie par intérim. Le 13 septembre à 15h, une cérémonie est organisée. Le drapeau britannique est hissé sur les bâtiments publics devant les troupes alignées. Un vibrant God Save the King est entonné et les navires de guerre tirent 21 coups de canon. La cérémonie va s'achever par le défilé des troupes. Dans la soirée, le colonel Holmes envoie une nouvelle demande de capitulation à Haber. Il indique qu'en cas de réponse négative ou de refus de répondre, une force militaire sera envoyée pour mettre Haber aux arrêts tout en écrasant les dernières unités allemandes. La réponse du gouverneur allemand ne tarde pas.
Il répond qu'il ne s'opposera pas à l'occupation de la colonie à condition que le nouveau gouverneur par intérim reconnaisse qu'il ne dispose pas du pouvoir d'opérer un transfert de souveraineté du territoire allemand vers l'Empire britannique. Il propose à Holmes de le rencontrer pour négocier. Holmes juge cette réponse insatisfaisante. Il constate qu'Haber cherche encore à gagner du temps pour réorganiser son dispositif. En accord avec l'amiral Patty, il ordonne au lieutenant-colonel Watson de faire débarquer 4 compagnies d'infanterie à Herbertshawe. Le 14 septembre, cette force marche vers Thomas. Peu avant 5 heures du matin, les croiseurs australiens Encounter et français Montcalm bombardent la zone entre Herbertshawe et Thomas. Ce bombardement a décidé Haber de négocier. Un petit groupe d'Allemands se présente au lieutenant-colonel Watson avec un drapeau blanc. Il indique que Haber propose un armistice de 4 heures pour rencontrer Holmes. Ce dernier accepte et à 11 heures, le gouverneur est autorisé à se rendre à Herbertshawe. Le 15 septembre, Haber rencontre Holmes dans une maison coloniale dominant la baie de Blanche. Lors des discussions, Haber, intraitable, ne modifie toujours pas ses positions initiales. Le général Holmes lui désigne du doigt le croiseur français Montcalm, qui manœuvre dans la baie. Il demande s'il pense vraiment pouvoir résister face à autant de nations coalisées contre son propre pays. Holmes refuse toujours la plupart des demandes de Haber. Il souhaite que l'occupation australienne se déroule sans arbitraire pour la population, afin que le changement d'autorité se fasse sans incident pour permettre à l'Empire britannique son maintien dans la région. Haber accepte enfin le soir le projet d'accord proposé par Holmes et quitte Herbertshawe pour en échanger avec son état-major. Le 16 septembre, le capitaine von Clausewitz recommande à Haber de capituler, car certains d'entre eux souffrent de la malaria contractée dans la jungle. Ils ont besoin de soins médicaux pour survivre. Il craint également un assaut des Australiens sur Thomas, qui peut se transformer en véritable bain de sang. Le 17 septembre, Haber passe en revue ses troupes. Il constate l'équipement obsolète de ses soldats. Il demande à von Clausewitz de l'accompagner pour les négociations avec Holmes. Après d'âpres discussions, Holmes et Haber signent la capitulation du Kaiser Wilhelmsland. Les Allemands s'engagent à cesser immédiatement les hostilités et à faciliter l'occupation du territoire. Les Australiens reconnaissent que Haber n'est pas habilité à opérer un transfert de souveraineté. L'accord concerne les archipels micronésiens sous administration du Kaiser Wilhelmsland, mais la suite des événements va empêcher leur prise de contrôle par les Britanniques. Le 21 septembre à 10h, à Herbertshawe, von Clausewitz ordonne à ses hommes de déposer les armes. Les officiels allemands sont autorisés à regagner la métropole par leurs propres moyens. Les officiers et militaires réservistes considérés comme civils non armés pourront rester sur le territoire, à condition de ne pas s'opposer aux nouvelles autorités. Les honneurs militaires leur sont rendus par les Australiens. Le gouverneur Haber remet officiellement l'autorité administrative à Holmes, au prix de 6 tués et 5 blessés. Les Australiens ont détruit le principal point d'appui allemand dans le Pacifique Sud, en prenant possession du relais naval de Rabaul et de la station de Bitapaka. Leurs adversaires déplorent 31 tués, 1 Allemand et 30 Polizeisoldaten papous, ainsi que 11 blessés. Après cette victoire en Nouvelle-Poméranie, l'ANMEF occupe l'ensemble des possessions allemandes de Nouvelle-Guinée et de l'archipel Bismarck. Le 16 octobre, le colonel Holmes ordonne au commandant Heritage, chef d'état-major de l'ANMEF, de capturer le vapeur SMS Sillard, qui ravitaille les postes allemands de l'archipel Bismarck. Il exige d'occuper Kavieng, siège de l'administration du nouveau Mecklembourg et principal centre économique de la région. Il pense que M. Jolet, consul britannique dans cette colonie allemande, est détenu depuis la déclaration de guerre par l'ennemi dans cette petite ville.
Le 17 octobre, le commandant Heritage débarque avec 15 soldats à Koh Vieng. Et contre toute attente, la ville se rend sans opposer aucune résistance. C'est grâce à des planteurs que le commandant Heritage apprend que l'administration allemande a déguerpi dans une plantation à 30 km à l'endroit même où reste détenu M. Jolet. Les Australiens vont adresser un message exigeant la reddition et la libération sans condition du consul britannique. Pour retrouver le SMS Siyar, le commandant australien demande aux habitants la localisation du vapeur allemand. Coopératif, les habitants indiquent qu'il a trouvé refuge sur l'île Gardner, au nord-est du Nouveau-Mecklembourg. Dans la nuit du 17 au 18 octobre, le commandant Heritage rembarque 5 hommes sur le HMAS Noosa pour traquer le vapeur allemand. Profitant de l'absence à bord des officiers, ils réussissent à capturer l'équipage du vapeur et 2 goélettes. Le 20 octobre, après avoir réparé les machines du Siyar, le navire est dirigé vers Koh Vieng. Dès son arrivée, le commandant Heritage découvre que l'administrateur allemand s'est rendu après avoir libéré le consul britannique. Le 19 novembre, le commandant Heritage, à bord du Siyar, atteint le poste de Lorango, centre administratif et économique des îles de l'Amirauté. Lorsque le navire s'approche, Heritage observe le poste allemand à la longue vue. Il constate que la Polizeisoldaten prend une position défensive pour tirer en direction du vapeur. Heritage fait répliquer avec une rafale de mitrailleuses vers le ciel. La sommation produit l'effet escompté. La Polizeisoldaten se rend. Dans l'après-midi, les Australiens hissent le drapeau britannique à Lorango. Puis, ils occupent les postes de Nareshafen et Comully sur l'île principale et le poste marron dans l'île de l'Ouest. Le 7 décembre, le commandant Holmes s'empare de Kieta, capitale des Salomon allemands. Le HMAS Melbourne, quant à lui, se dirige vers Nauru, avec une compagnie de débarquement pour neutraliser la station radio. Rapidement, le drapeau de l'Union Jack flotte dans les airs et la station est remise en service au profit de l'entente dans le Pacifique Sud. Une garnison australienne va d'ailleurs rester sur place pour protéger des attaques ennemies. Le 11 janvier 1915, l'occupation de Morobe, en Nouvelle-Guinée, marque la fin des opérations de l'entente dans le Pacifique Sud. Sur 790 défenseurs allemands, on dénombre 31 tués, tandis que l'entente compte de son côté 41 morts pour un effectif total de 2300 hommes mobilisés dans le Pacifique Sud. Ces chiffres ne sont pas comparables avec ceux du front européen, où les troupes subissent quotidiennement de chaque côté des pertes très importantes. Dans le Pacifique, ce sont principalement des civils allemands installés dans le secteur qui constituent les premières victimes. Dans les rapports, on constate plusieurs cas de pillage et d'agression sur les femmes par des militaires de l'ANMEF, fait signaler aux nouveaux administrateurs. Le Parlement ouvre d'ailleurs une enquête qui conduit au constat que de nombreux hommes engagés sous le drapeau sont très peu recommandables, avec souvent un casier judiciaire. Ordre est alors donné de mettre aux arrêts tous les responsables des agressions ou des pillages. Le colonel Holmes, quant à lui, est rappelé en Australie, où il est incorporé aux unités destinées au front français. Il y perdra la vie le 2 juillet 1917 pendant une inspection du champ de bataille de Messine. Il reste l'officier australien le plus gradé, tué au combat sur le front occidental. L'ANMEF est dissoute pour être remplacée par le 3e bataillon australien, spécialement constitué pour servir dans les zones tropicales. Il va assurer l'occupation de la Nouvelle-Guinée et des autres archipels attenant jusqu'en 1919. Seul un Allemand continuera à résister dans la jungle dans une mission tenue par de vieux luthériens installés dans le massif de Saddleberg. Le 5 janvier 1919, il se rend finalement revêtu de son uniforme allemand au quartier général de Finschhafen. À la tête de sa section, il est autorisé de défiler en ville. Après 3 mois de détention à Sydney,
il retourne en Allemagne où il est accueilli en véritable héros. Hermann Detzner, promu au grade de commandant, reçoit la croix de fer première classe pour le symbole qu'il a représenté dans le Pacifique. Avec sa mission de Sattelberg, il a tenu une enclave administrée par une autorité allemande au cœur d'un territoire théoriquement contrôlé par l'Entente. Il restera l'un des 2 derniers militaires allemands invaincus jusqu'en 1918 avec le général Paul von Lettow-Vorbeck en Afrique orientale allemande. À l'été 1914, les Britanniques ont toujours pour priorité d'éliminer la flotte allemande. Ils souhaitent priver l'escadre von Spee de ses bases d'appui. Dès le 6 août, le secrétaire d'État appelle à une action militaire dans le Pacifique Nord, contre les stations radio de Yap, dans les îles Carolines, d'Angor dans les îles Palaos, de Pohnpei dans les îles Carolines et de Jaluit dans les îles Marshall. Quelques jours plus tard, la Royal Navy ouvre les hostilités dans le Pacifique Nord, où l'escadre de Chine a reçu l'ordre d'attaquer la station radio et le relais du câble international de Yap. Le 12 août 1914, l'amiral Martin Giram dépêche les croiseurs HMS Hampshire, Minotaur et Newcastle pour bombarder Colonia, principal port de l'île. La station radio est lourdement endommagée, mais les Britanniques renoncent à débarquer. Cette décision va permettre aux Allemands de se réorganiser. Le 22 août, le navire hydrographique SMS Planet débarque des opérateurs radio qui réparent la station. Le 26 septembre, le croiseur australien HMAS Sydney conduit une opération militaire à Angor, où il débarque une compagnie d'infanterie de marine qui détruit la station radio sans que la Polizeitruppe locale ne montre une quelconque opposition. Les Britanniques ne laissent aucune garnison à Angor, laissant ainsi le champ libre à une occupation japonaise. Le 1er octobre 1914, le Royaume-Uni se résigne à conclure un accord secret avec le Japon, fixant l'équateur comme ligne de partage pour respecter les zones d'intervention. La question de la souveraineté doit être soulevée dans le cadre du futur traité de paix, bien que les Japonais souhaitent ardemment garder leur souveraineté sur toutes les îles occupées. Le 14 septembre 1914, la 2e flotte japonaise quitte Yokosuka, sous les ordres du vice-amiral Yamaya Tanin. Elle surveille la flotte allemande cachée quelque part. Elle a pour mission de protéger le commerce nippon. L'amiral Yamaya Tanin met le cap sur les îles Mariannes. Ses navires n'observent aucun mouvement à terre et en mer. Il ordonne le 19 septembre de se diriger vers les îles Marshall. En explorant l'île de Jaluit, les Japonais sont interceptés par l'administrateur du district des Marshall et le chef du Polizeitruppe pour présenter la reddition des îles Marshall. Mais à la surprise du Yamaya, le haut commandement lui ordonne de retirer ses troupes et de se replier sur Eniwetok, où ils devront attendre de prochaines instructions. Le 29 septembre, l'amirauté japonaise constitue une seconde escadre des mers du Sud, placée sous les ordres du contre-amiral Matsumura Tatsuo. Pour démontrer sa bonne volonté, le Japon propose de rejoindre l'Australie en aidant la Royal Navy à escorter les convois de troupes néo-zélandaises et australiennes vers l'Europe. Bien que les Japonais font preuve d'efforts d'un côté, l'amiral Inoue Yoshika, partisan de l'expansionnisme nippon, s'insurge contre l'évacuation des troupes à Jaluit, qu'il juge être une reculade. Il considère qu'en temps de guerre, le Japon a le droit d'occuper un territoire ennemi. Il encourage Yamaya et Matsumura à occuper les colonies allemandes tout en agissant avec prudence. En effet, cet ordre viole les ordres du gouvernement. Finalement, le 3 octobre, le gouvernement japonais ordonne aux amiraux Yamaya et Matsumura d'occuper temporairement les colonies allemandes. Leurs escadres doivent agir à l'est et à l'ouest du 148e méridien. La première escadre se présente de nouveau à Jaluit et met à terre une centaine de fantassins. L'administrateur, les fonctionnaires et les cadres allemands de la Polizeitruppe sont internés sur les navires,
tandis que les recrues locales sont rendues à la vie civile. Yamaya s'empare sans combat du mouillage de Kusei et de l'île de Pohnpei dans les îles Carolines. La conquête des îles Carolines s'achève le 12 octobre lorsque l'infanterie marine japonaise débarque sur l'atoll de Truk, second relais naval allemand de Micronésie. La grande taille et la qualité du mouillage poussent les Japonais à y laisser une garnison assez conséquente. Ils vont y établir le quartier général de leur flotte chargé des opérations dans le Pacifique Nord jusqu'en 1918. Truk restera l'une des bases navales japonaises les plus importantes jusqu'à sa destruction en 1944 par les Américains. Le 7 octobre, l'amiral Matsumuro entame la conquête des Carolines occidentales en débarquant une compagnie d'infanterie de marine à Yap. La Polizei-Truppe n'oppose aucune résistance. Les opérateurs radio, en revanche, ont eu le temps de saboter la station et de détruire les livres de code. Le 8 octobre, Matsumura rejoint les îles Palaos et se présente devant Koror, siège du district des Carolines occidentales, occupé à son tour sans combat. La marine japonaise va y établir une nouvelle base navale. L'escadre de l'amiral Matsumura occupe les îles Mariannes. Elle s'étend jusque Saipan, Garapan et l'île de Rota sans rencontrer aucune résistance. Fin octobre 1914, le Japon est maître de l'ensemble des territoires allemands du Pacifique Nord. Le secrétaire d'État britannique aux colonies adresse un télégramme au gouvernement de Sydney pour demander l'envoi d'une force navale et terrestre afin de relier les Japonais à Yap et dans les îles Carolines et Palaos. La marine australienne indique la nécessité d'un effectif d'au moins 250 hommes pour relever les Japonais sur l'ensemble des archipels. Le 21 novembre, sous le nom de force tropicale, elle s'apprête à partir de Sydney. Le même jour, le gouvernement australien demande à Londres d'inclure Angkor à la liste des îles à occuper en priorité en raison de l'importance de l'émetteur radio. Le 23 novembre, le secrétaire d'État britannique aux colonies demande à l'Australie de laisser les Japonais occuper l'île pour que leur marine puisse s'appuyer sur ce relais naval et radio pour conduire ses patrouilles dans le Pacifique Nord. Suite à la rencontre entre Peter Bridge et le consul général du Japon en Australie, le 24 novembre, un contre-ordre est transmis à la marine australienne pour n'occuper aucun territoire allemand et d'annuler toute expédition pour relayer les Japonais. Le 3 décembre, le secrétaire d'État aux colonies informe l'Australie de l'accord conclu le 1er octobre avec Tokyo, qui accepte l'occupation japonaise dans les colonies allemandes au nord de l'équateur pour toute la durée des hostilités. L'Australie est furieuse de cet accord, signé sans consultation du gouvernement australien. En effet, les Australiens prennent conscience du danger de voir les Japonais à proximité de leur propre territoire. La conquête des territoires allemands du Pacifique s'achève sur une véritable victoire diplomatique de Tokyo, sans subir la perte d'aucune victime. Le Japon a réussi à s'emparer de positions stratégiques dans le Pacifique central, renforçant son rang de puissance régionale. Mais cette expansion attise la méfiance du Royaume-Uni et des États-Unis envers le Japon. La bataille de Tsingtao constitue l'affrontement le plus important de la Grande Guerre dans le Pacifique. Elle reste la première bataille d'Asie dans laquelle sera impliqué le précurseur d'un porte-avions et une composante aérienne. Après près de 1000 morts, il s'agit aussi de l'affrontement le plus meurtrier du Pacifique lors de cette guerre, avec des impacts majeurs en Asie. Il oppose désormais 4 empires, l'empire allemand, austro-hongrois, japonais et britannique. Le gouverneur et commandant des forces de la place, le capitaine de vaisseau Alfred Meyer-Waldeck, fait afficher une proclamation dans la ville pour indiquer que les combats auront lieu jusqu'au bout. Il fait face à 29 980 hommes répartis en 3 corps par le général Matsuomi Kamiyo et commandés par les généraux Tuanchi, Ezagowa et Yamamoto.
Les Britanniques envoient 1370 hommes commandés par le général Nathaniel Walter Barradiston à Tsingtao. Cette force a pour but d'empêcher les Japonais de rester seuls à emporter la victoire lors de cette bataille. Cette situation va notamment permettre au Royaume-Uni de participer aux négociations de paix relatives à l'Asie à la fin de la guerre. Le 2 septembre 1914, après 2 semaines de préparation, les Japonais débarquent 2 régiments de la 24e brigade au nord de la péninsule de Shandong, à Chifu et Lunkou, en territoire chinois. La Chine proteste de cette violation de sa neutralité, mais elle ne s'oppose pas aux opérations. Elle n'est pas mécontente de voir les puissances impériales s'affronter, car cela fait plusieurs décennies qu'elle est affaiblie par ces mêmes puissances. Depuis le 5 septembre, les Japonais disposent d'une aviation de combat pour les aider dans leur campagne, basée sur les îles Shuilingshan, Taikung-tao et Chalin-tao, ainsi que 4 bombardiers fermants du porte-hydravion Yakamiya. La Chine va une nouvelle fois protester en insistant sur sa neutralité. Elle exige le retrait de toutes les troupes étrangères des territoires placés sous sa souveraineté. Tokyo et Londres ignorent ces nouvelles protestations. La Chine, incapable de faire respecter sa souveraineté, annonce publiquement qu'elle élargit la zone concédée aux belligérants pour ne pas perdre la face. Tsingtao est encerclé par un ennemi depuis la base de Liaodong jusqu'à Liuting. Le 23 septembre 1914, les Britanniques débarquent à leur tour en baie de Liaodong. Le général Barradiston se place sous les ordres de Kamiyo. Le 29 septembre, les combats montent en intensité. L'artillerie lourde allemande ouvre le feu sur les lignes japonaises installées sur la colline Prinz Heinrich. Les navires ripostent à leur tour en harcelant les positions fortifiées allemandes. Le 2 octobre au soir, Meyer-Waldeck lance une contre-attaque pour reprendre les collines perdues, provoquant de furieux combats qui s'achèvent à l'arme blanche. Les Japonais cèdent leur position, mais ils mènent une contre-offensive pour reprendre les positions. En réalité, les positions vont changer de camp 5 fois en 4 jours. Les Britanniques tentent de passer à l'attaque, mais les Japonais, ne connaissant pas les uniformes britanniques, vont les prendre pour les Allemands. Ils ouvrent le feu sur leur position et tentent même de s'infiltrer dans leurs lignes. Un officier de liaison japonais intervient pour éviter les pertes fratricides. Pour éviter ces méprises, les Britanniques vont porter les survestes japonaises. Les relations entre les Japonais et les Britanniques se dégradent significativement. Les Britanniques critiquent les assauts frontaux et refusent de participer à ces actions coûteuses en vie humaine. Les Japonais sont irrités par l'insubordination et le manque de soldats à leur disposition. Le 12 octobre, grâce à des pourparlers, les civils allemands et ceux des pays neutres sont invités à quitter la ville. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, l'artillerie de campagne japonaise tire des obus à shrapnel pour décimer les artilleurs allemands. Le cuirassé britannique Triumph réussit même à détruire le fort Bismarck en fragilisant la ligne de défense allemande. Le 7 novembre, à 5h10 du matin, les Japonais engagent l'ultime offensive contre le fort Iltis. Les Allemands reculent à l'intérieur du fort. Soudainement, le commandant allemand s'avance pour proposer un combat singulier à l'épée avec l'officier japonais. Ils jurent mutuellement que les troupes du perdant capituleront devant le vainqueur. L'officier japonais s'impose face à son adversaire, conduisant à la capitulation du fort. À 6h45 du matin, Meyer-Waldeck ordonne de détruire les livres de code radio et les matériels qui pourraient être réutilisés par ses adversaires. Il fait hisser le drapeau blanc. À 9h, la capitulation est signée et les Japonais capturent 2300 défenseurs, sauf quelques soldats isolés qui tiendront jusqu'au 9 novembre. Le 8 novembre, les contingents britanniques et japonais font leur entrée solennelle dans Tsingtao. Le 5 décembre 1914, la ville est placée sous l'autorité du baron Funaki, désigné comme nouveau gouverneur. Les pertes des 2 camps sont assez importantes.
Du côté allemand, on déplore 199 morts, 294 blessés et 4300 prisonniers. Les Austro-Hongrois comptent 10 morts, 10 blessés et 433 prisonniers. Les Japonais dénombrent selon les chiffres officiels 270 morts. En réalité, il y a eu plus de 700 morts et plus de 1380 blessés, dont 100 marins sont à comptabiliser du côté japonais. Les Britanniques enregistrent 13 morts et 61 blessés à terre et 4 morts et 9 blessés en mer. Mais la chute de Tsingtao marque la fin de toute présence militaire allemande organisée dans le Pacifique. Les derniers postes de garde allemands en Chine sont attaqués par les Japonais. La Chine poursuit sa neutralité. Elle conclut un accord avec Tokyo pour les troupes chinoises stationnées près de la voie ferrée du Shandong, en souhaitant la poursuite du fonctionnement de la ligne. Le Japon obtient l'administration de l'infrastructure à titre temporaire. Le 14 août 1917, la Chine rejoint finalement l'entente, tout comme les États-Unis entrés en guerre le 2 avril 1917. Cette situation va permettre de mener leur unique opération militaire dans le Pacifique lors de son conflit. Et le 22 juillet 1917, Siam entre également dans l'entente. Pourtant, un différend va naître entre l'entente et la Chine, au regard des 3290 ressortissants des puissances centrales présents sur son territoire, dont 1724 femmes et enfants. Le Royaume-Uni et les États-Unis exigent de la Chine leur internement ou leur expulsion vers l'Australie. Face à la pression diplomatique, un accord est signé en janvier 1918 pour transférer les civils allemands et austro-hongrois vers des camps en Australie. Le 22 juin 1918, au moment du départ, l'Allemagne menace d'exercer des représailles contre des prisonniers de l'entente si des femmes et des enfants sont traités en captifs. Le 11 octobre, les Britanniques acceptent de renoncer à les interner pour avoir conclu avec Berlin un accord d'échange de prisonniers. La Première Guerre mondiale a permis à la Chine d'amorcer un lent processus de réaffirmation de son indépendance, qui ne s'achèvera qu'à l'issue de sa propre guerre civile en 1949. En août 1914, en Indochine, les Français expulsent une partie des ressortissants allemands installés dans le pays. Certains vont se réfugier au Siam, d'où ils fomentent des troubles contre les Français. En novembre 1914, les Allemands déclenchent une agitation de bandes armées dans le Haut-Laos et au Tonkin, où, durant 2 ans, les troupes françaises vont faire face à une véritable guérilla maîtrisée seulement à partir de février 1916 grâce à l'expédition du colonel Friquignon. La révolte reprend en 1918, mais aucune preuve ne prouve à l'heure actuelle que Berlin soit responsable de cette nouvelle révolte maîtrisée en 1922. Toutes les colonies prises aux Allemands vont subir de petits troubles. Les Britanniques supposent que des agents allemands sont responsables de mutineries. Encore une fois, aucune preuve ne permet de vérifier la véracité de ces suppositions au sein des régiments indiens à Singapour ou auprès des populations musulmanes de Bornéo. En janvier et février 1917, dans la concession française de Tientsin, éclate une émeute encore plus violente. Son origine demeure encore incertaine, mais il s'agit probablement d'émeutes nationalistes hostiles à toute présence étrangère en Chine. Pourtant, Berlin semble bien responsable de certains incidents, comme en 1914 où un membre de la mission militaire allemande à Pékin, le capitaine Pappenheim, constitue un petit groupe d'hommes armés et traverse la Mongolie dans l'espoir de faire sauter les rails du Transsibérien, action qui va complètement échouer. Son groupe sera décimé par des pillards. Peu après, c'est l'aventurier Otto von Hetting qui réunit un petit groupe d'hommes au consulat allemand de Hankou. Il marche vers l'ouest de la Chine en possession des sommes d'argent très importantes pour organiser une révolte contre les Britanniques et les Russes en Asie centrale. Celle-ci éclate au printemps 1915. L'armée russe doit mobiliser des troupes pour réprimer ce mouvement au Kirghizistan. Aux Indes britanniques, par contre, la révolte n'éclatera pas.
Les Allemands vont même financer les monarchistes regroupés autour de l'ancien général Zhang Sun, mais toute tentative de putsch sera anéantie. En raison de ces soutiens, les Allemands sont discrédités et leur influence est définitivement compromise. Mais revenons à la flotte de l'amiral von Spee, retirée au Chili. Le commandant Karl von Müller, avec l'accord de von Spee, va mener sa campagne maritime dans l'océan Indien, où il réussira à couler 27 navires marchands britanniques, ainsi que 2 navires de guerre russes et français. Il va faire détruire les réserves de pétrole britanniques de Madras, en obligeant 19 navires de guerre britanniques, australiens, français, russes et japonais à se lancer à sa poursuite. L'Emden de von Müller sera détruit par le HMAS Sydney aux îles Coco le 9 novembre 1914. Le 6 septembre 1915, von Spee, suite à la perte des Samoa, souhaite mener une attaque à l'île Fanning, où se trouve une importante station radio et un relais de câble international. Le lendemain, il se présente devant l'île en arborant un pavillon français. Il débarque à terre des compagnies qui capturent sans combat la garnison adverse, détruisent les installations radio après avoir saisi les livres de code. Ils font main basse sur 21 fusils et plus de 13 000 cartouches. Le croiseur auxiliaire Titania coupe le câble qu'il remorque vers le large pour le couler en profondeur. Les 7 et 8 septembre 1915, von Spee se rend sur l'île Christmas et capture les garnisons britanniques. Il souhaite attaquer la flotte de l'Entente devant les Samoa, mais il est trop tard. La flotte est partie depuis plusieurs jours. Von Spee refuse d'attaquer les îles perdues pour éviter de mobiliser trop de moyens. Von Spee se présente avec son escadre devant Papeete, mais le capitaine français d'Étremaux empêche les Allemands de débarquer sur l'île. Les Tahitiens vont acclamer d'Étremaux qui reste pour eux le héros de la bataille de Tahiti. C'est lors de la bataille du Cap Coronel que von Spee est victorieux face à la Royal Navy qui tentait d'empêcher les Allemands de se ravitailler au charbon au Chili. Mais lors de cette attaque, la flotte de von Spee a perdu 50% de ses obus. C'est à Valparaiso que von Spee prend la décision de rallier l'Allemagne en continuant à détruire sur son chemin tous les navires de commerce alliés. Il souhaite forcer le passage vers le Cap Horn et livre une brève guerre de course dans l'Atlantique Sud avant de rentrer en métropole. Mais les troupes de l'Entente l'attendent à l'île Falkland. Face à la pression, von Spee doit évacuer la zone. Il ordonne la dispersion de son escadre. Seul le navire Dresden sera rescapé de cette bataille en profitant de l'obscurité pour disparaître. Le commandant du Leipzig, n'ayant plus de munitions, prend la décision de saborder son navire. Le Nürnberg, avec une avarie, est à son tour sabordé. Seuls 7 survivants seront recueillis après les combats. Les Allemands ont perdu 2260 hommes, parmi eux l'amiral von Spee et la quasi-totalité de ses officiers, et ainsi que ses 2 fils. Les Britanniques, quant à eux, déplorent 6 tués et 19 blessés. Désormais, la flotte de von Spee n'est plus un danger pour l'Entente. Seuls 5 croiseurs restent actifs dans le Pacifique pour le Reich. 11 novembre 1918, après 4 ans de conflit sur le sol européen, l'Allemagne capitule et dans le Pacifique, elle a totalement disparu. Toutes ces colonies sont occupées depuis 4 ans. Les militaires sont presque tous détenus par les Australiens et les Japonais. Les concessions chinoises sont saisies et ces corsaires coulés ou internés. Le 12 janvier 1919, la conférence de paix s'ouvre à Versailles et le Pacifique va constituer un enjeu diplomatique majeur pour les vainqueurs. Dès l'ouverture des négociations, le président Wilson met en avant 14 points pour promouvoir l'octroi de l'indépendance avec une certaine autonomie dans les anciennes colonies allemandes. Le Japon propose d'annexer les îles Palaos et Marianne, mais les États-Unis refusent car les îles sont trop proches de leurs îles Guam et des Philippines.
Tokyo refuse de quitter ses conquêtes. Comme les Britanniques, il souhaite s'en tenir à l'accord de partage de 1914. Les discussions restent bloquées sur l'avenir des colonies allemandes. Vers la fin janvier, les États-Unis proposent d'internationaliser les colonies allemandes en les plaçant sous l'administration de la future Société des Nations. Dans l'article 22 du traité de Versailles du 28 juin 1919, ce système prévoit que les anciens territoires allemands et d'Ottoman d'Asie et d'Afrique seront érigés en mandats A, B et C, confiés à des puissances administratives. Les mandats A correspondent à des territoires jugés capables de s'administrer eux-mêmes, après une gestion provisoire d'une puissance de tutelle. Les mandats B sont confiés à la gestion du mandataire, jusqu'à ce que les élites locales prennent le relais. Les mandats C sont administrés par le mandataire pour une durée indéterminée. Rapidement, les mandats B et C seront considérés comme des colonies par les mandataires. Le Royaume-Uni suggère aux États-Unis que les territoires ex-allemands du Pacifique soient désignés comme mandat C, pour être attribués d'une part à l'administration du Japon au nord de l'équateur, c'est-à-dire les îles Palaos, les îles Carolines, les îles Mariannes et les îles Marshall, et d'autre part, l'Australie aura l'administration de la Nouvelle-Guinée, de l'archipel Bismarck et Nauru. La Nouvelle-Zélande aura l'administration des îles Samoa qui agiront au nom de l'Empire britannique au sud de cette limite. Les États-Unis donnent leur accord de principe à cette solution dès avril 1919, à condition que les puissances mandataires s'engagent à ne pas militariser ces territoires et que la Société des Nations puisse en contrôler l'administration. Australiens, Néo-Zélandais et Japonais acceptent. Le 28 juin 1919, tous acceptent de signer le traité de Versailles, sauf la Chine, qui considère toujours Tsingtao sous contrôle militaire du Japon en accordant à Tokyo des avantages économiques dans le Shandong. Par contre, toutes les concessions allemandes sont restituées à la Chine. La Première Guerre mondiale dans le Pacifique est souvent oubliée, car il est vrai que les colonies allemandes ont été rapidement perdues en 1914. Les livres d'histoire omettent souvent de raconter la réalité des combats. Des soldats, des civils sont tombés dans le Pacifique durant la Première Guerre mondiale, qu'on a pourtant nommée la Der des Der. Et pourtant, malgré le traité de Versailles, le Japon va continuer l'expansion de son empire dans le Pacifique, ce qui va mener au début d'une nouvelle guerre dans le Pacifique, la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas que déjà pendant la Première Guerre mondiale, la guerre était présente dans le Pacifique, causant destruction, larmes et mort. Ce documentaire permet de ne jamais oublier l'enfer du Pacifique pendant la Première Guerre mondiale.